Mes parents m'ont laissé accidentellement un message vocal, me traitant de fardeau inutile alors que je payais leurs dettes depuis 5 ans. Tout ce qu'il sait faire, c'est écrire des chèques, se moquait-il. Je suis resté silencieux jusqu'à ce que le prochain prêt soit mentionné. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée où que vous soyez. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Commençons notre histoire ensemble. J'avais 28 ans, noyé dans un désespoir silencieux que je cachais méticuleusement au monde. Ingénieur logiciel dans une entreprise technologique animée de San Francisco, je passais mes journées à déboguer du code complexe et mes soirées à me débattre avec un fouillis encore plus complexe, les finances de ma famille. Depuis la fin de mes études il y a 5 ans, ma vie était devenue un cycle incessant de travail, de sommeil et d'envoi d'argent à la maison. Mon petit appartement à Oakland n'était guère plus qu'une boîte à chaussures, meublée avec parcimonie de meubles d'occasion et de trouvailles de magasins discount. L'odeur rance du ramen flottait souvent dans l'air, un rappel constant des ambitions que j'avais mises en veilleuse. C'était l'odeur de mes rêves reportés, le doux murmure d'une vie que j'étais censé vivre par rapport à celle que j'endurais réellement. Ayant grandi dans une maison de banlieue confortable dans une petite ville tranquille de l'Ohio, la famille d'abord n'était pas seulement un dicton, c'était un commandement gravé dans notre existence même. Ma mère, Eleanor, avec son sourire perpétuellement doux et une capacité étrange à vous faire sentir coupable sans dire un mot, soulignait toujours la chance que nous avions de nous avoir les uns les autres. Mon père, Richard, un homme dont le rire retentissant remplissait n'importe quelle pièce, renforçait ce sentiment avec des récits de loyauté et de sacrifices familiaux. J'y croyais vraiment. Je croyais que je les aidais, favorisant un sentiment de devoir et d'appartenance profondément ancré en moi. Leur amour, je l'ai réalisé bien plus tard, semblait conditionnel, lié à mon utilité. Bien que je ne l'ai jamais vu à l'époque, j'étais leur bon fils, celui qui était responsable, celui qui répondait toujours présent. La première demande de prêt avait été pour l'hypothèque de mes parents, un brevet temporaire, disait-il. Puis vinrent les réparations de voitures, suivies des frais de scolarité de Sarah. Sarah, ma jeune sœur, l'enfant chéri, était inscrite dans une prestigieuse école d'art à New York, un rêve qu'elle poursuivait avec un soutien financier apparemment illimité. Alors que je vivais de nouilles instantanées, le fil Instagram de Sarah était un kaléidoscope de cafés branchés, de spectacles de Broadway et de voyages exotiques. Chaque photo était un nouveau coup de poignard, un rappel de ce que mon argent lui achetait pendant que je me privais même des plaisirs les plus simples. Je haussais les épaules, me disant que c'était temporaire, juste un peu plus longtemps, Michael, ils ont besoin de toi. Ces mots, bien qu'inexprimés, devinrent mon mantra quotidien, une lourde chaîne enroulée autour de ma poitrine, se resserrant à chaque mois qui passait. Ma poitrine ressemblait souvent à un tambour, battant un rythme de désespoir silencieux. La tension était constante. J'étais toujours sur le qui-vive, suivant méticuleusement le solde décroissant de mon compte en banque, m'assurant qu'il restait assez après avoir envoyé l'essentiel de mon salaire à la maison. La pression de performer au travail était immense. Un mauvais trimestre, un bonus manqué pouvait signifier un désastre pour leurs finances et, par extension, pour ma tranquillité d'esprit fabriquée. Les nuits agitées devinrent la norme, mon esprit rejouant des scénarios sans fin de ruine financière, non pas pour moi, mais pour eux. Un mal de tête persistant, une douleur sourde derrière mes yeux, devint mon compagnon constant. Je me sentais comme un marathonien perpétuellement coincé sur la ligne de départ, mes jambes brûlant d'efforts mais n'allant nulle part. Puis vint ce mardi soir. L'horloge sur le mur de ma cuisine indiquait 19h30. Je venais de terminer une séance de débogage particulièrement éprouvante, mon cerveau ressemblant à une pelote de laine emmêlée. Mon téléphone a vibré sur le comptoir, un appel manqué de ma mère typique. Je l'ai attrapé, mes doigts collants à cause d'une boîte de plats à emporter, et j'ai vu l'icône de la messagerie vocale. J'ai tapé dessus, m'attendant à la mise à jour habituelle sur la dernière réussite de Sarah ou à un autre indice subtil sur leurs besoins financiers. L'enregistrement a commencé par du bruit statique, puis des voix familières, ma mère, Eleanor, et mon père, Richard. Et puis le rire aigu de Sarah. J'ai supposé que c'était un appel involontaire, une occurrence assez courante avec leur vieux téléphone. J'étais sur le point de raccrocher quand une phrase a retenu mon attention. Si facilement, Richard. Il répond toujours présent. C'était maman. Sa voix, habituellement si douce et réconfortante, portait maintenant un ton dédaigneux, presque moqueur. Le rire retentissant de mon père, un son qui apportait généralement un sentiment de sécurité, a résonné dans la petite cuisine.
Tout ce qu'il sait faire, c'est écrire des chèques. Un fardeau inutile autrement, n'est-ce pas, Éléanore? Mon souffle s'est coupé. L'air a quitté mes poumons comme si quelqu'un m'avait frappé. Ma poitrine s'est resserrée comme si quelqu'un avait enroulé du fil barbelé autour de mes poumons. La cruauté désinvolte de leur voix était comme un coup physique. Un fardeau inutile. Fardeau inutile. Les mots ricochetaient dans mon crâne, chaque syllabe un coup de marteau. Mes mains ont commencé à trembler, le téléphone a chuté sur le revêtement de sol Stratify bon marché. Le plastique était froid contre ma paume. Puis la voix de Sarah, guillerette et pleine de droit, s'est fait entendre. Totalement. Tu te souviens de cette fois où il m'a acheté ce nouvel ordinateur portable? Il n'a même pas demandé pourquoi j'en avais besoin, il a juste envoyé l'argent. Si facile. Des rires. Encore de leurs rires esséurants. Ce n'était pas le rire chaleureux et authentique d'une famille, c'était le ricanement de prédateurs, de manipulateurs, se réjouissant de leur proie. C'était le son de tout mon monde, l'illusion soigneusement construite de l'amour et du soutien familial, se brisant en 1 million d'éclats à mes pieds. J'ai récupéré le téléphone, mes doigts maladroits. Mes oreilles bourdonnaient, un sifflement aigu qui couvrait le vrombissement du réfrigérateur. J'ai rejoué le message vocal, ayant besoin de confirmer ce que j'avais entendu, ayant besoin de me prouver que mes oreilles ne me trompaient pas. Mais les mots étaient clairs, cinglants, indéniables, un fardeau inutile. La douleur était cuisante, une vague froide et nauséeuse m'envahissant. Ce n'était pas seulement de la colère, bien que celle-ci fût certainement présente, brûlante et féroce. C'était une profonde tristesse, une trahison si profonde qu'elle ressemblait à une douleur physique dans mes os. Et puis le sentiment écrasant et humiliant de sottise. Moi, Michael, celui qui était raisonnable et responsable, j'avais été joué pendant 5 ans. 5 ans de nouilles ramen, de rêves reportés, d'anxiété constante, tout ça pour ça. Ce dédain désinvolte, ce mépris. La maison dans laquelle j'avais grandi, celle que j'avais consacré ma vie à sauver, me semblait soudain être une prison hantée. Chaque photo de famille sur le mur, chaque souvenir de vacances partagées, d'un gâteau d'anniversaire, d'une histoire murmurée avant de dormir, me semblait maintenant être une accusation. C'étaient des acteurs, et moi, le pigeon volontaire, j'avais été leur public, leur bienfaiteur involontaire. L'amour que je pensais partager, les liens que je croyais incassables, n'étaient rien d'autre qu'une performance méticuleusement orchestrée, une charade sophistiquée conçue pour m'extraire chaque dernier centime. Je ne les ai pas confrontés immédiatement. Le choc était trop profond, la blessure trop fraîche. Au lieu de cela, une résolution froide et calculée a commencé à se former au creux de mon estomac. Ma réaction initiale fut de me recroqueviller en boule et de pleurer, mais quelque chose de plus froid, de plus dur, a pris racine. Je devais comprendre toute l'étendue de leur tromperie. Je devais les voir vraiment, sans les lunettes roses de la piété filiale. Et puis j'agirais. Mon silence n'était pas une soumission, c'était une préparation. Le silence qui a suivi ce message vocal a été le son le plus lourd que j'ai jamais connu. Les jours se sont transformés en 1 semaine, puis en 2. Mes parents appelaient, Sarah envoyait des SMS, mais je gardais mes réponses brèves, distantes. Je me suis surpris à les observer avec un détachement glaçant, remarquant les petites piques, les attentes voilées, la façon dont leur conversation tournait presque toujours autour de l'argent ou des besoins de Sarah, jamais de mon bien-être. C'était comme si un voile s'était levé, révélant les fils compliqués des marionnettes qui m'avaient toujours contrôlé. Puis vint l'appel inévitable. La voix de ma mère, douce comme du sucre, flottait à travers le téléphone. Michael cher, Sarah a trouvé cette incroyable opportunité d'étudier l'art à Florence pendant 1 semestre. C'est un grand pas pour sa carrière, mais c'est tellement cher. Ton père et moi espérions que tu pourrais nous aider, juste un petit peu. Mon souffle s'est coupé. Mon cœur battait contre mes côtes, un oiseau affolé piégé dans une cage. C'était ça, le prochain prêt, la demande qui allait soit me briser, soit me libérer. Ma voix était comme un funambule, tremblante mais tenant bon. Maman, ai-je commencé, ma voix rauque, je ne peux pas. Je ne suis pas en mesure d'envoyer de l'argent en ce moment. Un silence stupéfait s'est étiré entre nous, épais et suffocant. Je pouvais presque l'entendre traiter mon refus. Puis son ton a changé, durcissant. Michael, de quoi parles-tu? Après tout ce que nous avons fait pour toi? Nous avons tant sacrifié. Ton père a travaillé 2 emplois pour t'envoyer dans cette bonne école.
Sa voix s'est élevée, un tremblement manipulateur familier y entrant. Tu brises le cœur de ta mère, Michael. Comment peux-tu faire ça à ta propre famille? Le gaslighting a commencé. Tu imagines des choses, fiston. Nous t'aimons. Nous avons toujours été là pour toi. C'était une danse familière, que j'avais exécutée toute ma vie, mais cette fois, la musique était fausse. Je suis resté ferme, ma prise sur le téléphone se serrant jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. Je suis désolé, maman. Ma réponse est non. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse se lancer dans une autre tirade, ma main tremblant alors que je remettais le téléphone sur le combiné. La petite victoire avait un goût de cendre. En 24 heures, Sarah est arrivée à mon appartement, sans prévenir, bien sûr. J'ai ouvert la porte et l'ai trouvée debout là, un sac à main de créateur en bandoulière, les yeux pleins de larmes parfaitement synchronisés, son mouvement caractéristique. Michael, qu'est-ce qui ne va pas? Maman et papa sont tellement inquiets pour toi. Elle est passée devant moi, l'odeur de son parfum cher remplissant mon petit salon, le rendant encore plus exigu. Elle s'est perchée délicatement sur mon fauteuil usé, semblant totalement déplacée. Tu ne veux pas me voir réussir, Michael? Ce programme à Florence est ma chance, mon avenir. Quel genre de frère es-tu, en me refusant cela? Elle renifla, essuyant une seule larme de sa joue. Je croyais que nous étions une famille. Je croyais que nous nous soutenions mutuellement. Ces mots étaient comme des aiguilles, piquant la plaie à vif de ma trahison, mais le message vocal m'avait inoculé contre sa performance. Sarah, ai-je dit, ma voix plate, je ne vais pas discuter de mes finances avec toi, et je ne paierai pas ton voyage à Florence. Son visage se contorsionna, le masque de vulnérabilité glissant, remplacé par un éclair de rage teinté de droit. Comment oses-tu? Tu me dois. Tu as toujours dit que tu m'aiderais. Après tout ce que maman et papa ont fait pour toi. Elle se lança dans une tirade, me rappelant chaque faveur perçue, chaque inconvénient mineur qu'elle avait enduré, essayant de me faire sentir coupable de simplement exister. Elle me rappela même subtilement le moment où j'avais dû annuler un week-end avec des amis universitaires parce que je devais la conduire à un événement de sororité à plusieurs heures de route. Je suis resté là, silencieux, la laissant déverser ses mots, désormais impuissant à me blesser. Lorsque ces appels émotionnels échouèrent, leurs tactiques s'intensifièrent. La honte publique commença, subtilement au début, des chuchotements parmi la famille élargie lors de l'anniversaire d'un cousin, relayés par une tante éloignée qui voulait bien faire. Puis les publications à peine voilées sur les réseaux sociaux de ma mère, des mises à jour cryptiques sur les déceptions et les enfants ingrats. C'était un goutte à goutte de poison, conçu pour m'isoler, pour retourner les connaissances communes contre moi. Mes amis universitaires commencèrent à appeler, prudemment, demandant si tout allait bien dans ma famille, sentant le changement mais incapable d'en identifier la cause. Je me suis confié à Alex, un ami de longue date et collègue de travail. C'était une présence stable et posée, connue pour son calme et son esprit vif. Nous nous sommes assis dans un coin tranquille de notre café préféré, l'odeur des grains de café torréfiés et des pâtisseries chaudes remplissant l'air, un contraste frappant avec l'amertume dans mon estomac. J'ai raconté tout, ma voix basse et brute, en lui faisant écouter le message vocal. Alex écouta, son expression passant de la confusion au choc, puis à une colère silencieuse. Michael, dit-il, sa voix ferme, ce n'est pas une question de famille. C'est une question de contrôle. Ils sont toxiques. Tu n'es pas fou. Tu dois te protéger. Il m'a mis en contact avec l'avocat Reynolds, un avocat avisé mais empathique spécialisé dans les litiges familiaux, successoraux et financiers. Le bureau de l'avocat Reynolds était un sanctuaire de bois sombre et de tons feutrés. Il a écouté patiemment, son regard inébranlable alors que je racontais mon histoire, le message vocal jouant pour lui comme une accusation accablante. Il m'a expliqué le concept d'influence indue et les voies de recours potentielles, tout en exposant les dures réalités des batailles juridiques au sein des familles. Ce ne sera pas facile, Michael, a-t-il prévenu, mais nous avons besoin de preuves concrètes. Relevés bancaires, email, tout ce qui montre un schéma de dépendance financière et de manipulation. De retour à mon appartement, je me suis plongé dans la tâche ardue de rassembler des preuves. Des relevés bancaires remontant à 5 ans, des chèques annulés, des échanges de mails remplis de leurs demandes urgentes, et toujours le son glaçant de ce message vocal. C'était un travail fastidieux, émotionnellement épuisant, chaque document un rappel frais de leur tromperie. Mais avec chaque fichier que j'organisais, chaque chiffre que je calculais, je sentais un regain de pouvoir.
Je me transformais d'une victime en un stratège. Le silence de mon appartement, autrefois assourdissant, ressemblait maintenant à un silence concentré, le bruit des engrenages qui tournent. La découverte ne vint pas d'une recherche juridique méticuleuse, mais d'un coin oublié de ma maison d'enfance. Guidé par l'avocat Reynolds, j'avais planifié une visite pour récupérer quelques objets sentimentaux qui avaient été stockés dans le grenier. Mes parents, toujours ébranlés par mon refus et sentant ma distance croissante, acceptèrent avec un soupir fatigué, espérant probablement que je finirais par revenir à la raison. Le grenier, généralement un espace poussiéreux et oublié, ressemblait maintenant à une crypte de vérité cachée. L'odeur familière du vieux bois et de la naphtaline remplissait mes narines, normalement réconfortante mais maintenant chargée d'un sentiment de malaise. En fouillant dans des cartons de vieux annuaires et de jouets d'enfance, cachés sous une pile de vieux albums photos, je suis tombé sur une petite malle en bois non marquée. La malle de ma grand-mère. Je m'en souvenais vaguement. Elle était décédée quand j'avais 16 ans, une femme douce et tranquille que j'adorais. J'y pensais rarement, perdu que j'étais dans le chaos de ma propre vie. À l'intérieur de la malle, nichée parmi de la dentelle délavée et des bibelots anciens, se trouvaient plusieurs enveloppes d'aspect officiel. Mes mains tremblaient en les sortant. C'étaient des copies du testament et des documents de fiducie de ma grand-mère décédée. Ma grand-mère, Dieu et son âme, m'avait toujours choyé. J'ai d'abord ouvert le testament original. Mes yeux ont parcouru le langage juridique, puis se sont arrêtés sur une clause spécifique, soulignée en un jaune pâle et fragile. Elle stipulait sans équivoque qu'une somme d'argent substantielle, suffisante pour couvrir une éducation universitaire prestigieuse et un acompte significatif pour une maison, ainsi qu'une part d'une propriété de vacances de valeur dans les Hamptons, devait être léguée directement à Michael à son 18e anniversaire. Plus précisément, elle mentionnait que c'était pour ma future éducation et une base solide pour la vie. Mon cœur martelait contre mes côtes. Puis j'ai pris le deuxième ensemble de documents. Il s'agissait d'amendements légaux, datés peu après son décès mais signés par mes parents. Ils contournaient subtilement, méticuleusement, l'intention originale. Les fonds étaient détournés vers des comptes contrôlés par mes parents, Sarah étant désignée comme bénéficiaire secondaire, mais clairement sous leur gestion. La formulation était astucieuse, suffisamment vague pour sembler légitime à un œil non averti, mais l'intention était claire. Mon héritage avait été systématiquement volé, utilisé pour financer leur style de vie somptueux et les caprices extravagants de Sarah, masqués comme des dépenses familiales que je payais maintenant à nouveau. C'était le vrai fond. Le message vocal du fardeau inutile, à l'origine une révélation choquante de leur exploitation actuelle, prenait maintenant une nouvelle signification horrible. Ils n'avaient pas seulement commencé à m'exploiter il y a 5 ans, ils l'avaient planifié, exécuté, pendant des années. Toute ma vie, mon existence même, avait été un moyen au service d'une fin pour eux. L'héritage était censé être ma base solide, mon départ. Au lieu de cela, ils l'avaient utilisé pour assurer leur confort pendant que je luttais. La douleur brute et déchirante de la trahison était si profonde qu'elle m'a fait halter. Ma vision s'est brouillée. L'air a quitté mes poumons alors que je regardais l'encre délavée, chaque mot un écho glaçant de leur cupidité. Mon estomac se tordait d'un mélange de fureur brûlante et de désespoir total. Ils ne me voyaient pas comme un fils, ils me voyaient comme une ressource. Et quand cette ressource provenait d'un héritage, ils la détournaient simplement. Quand elle s'épuisait, ils se tournaient vers mes chèques de paie. C'était une stratégie froide et calculée. Ma première pensée fut d'exploser, de crier, de casser quelque chose. Mais la profondeur même de leur tromperie calculée me réduisit au silence. Ce n'était pas impulsif, c'était prémédité. La colère se transforma en une détermination froide et dure, plus affûtée que n'importe quelle lame. Il n'y aurait plus de supplication, plus de plaidoyer, seulement de l'action. Armé du message vocal et de ces documents accablants, je ressentis une force nouvelle. La douleur ne disparut pas, mais elle se mua en une détermination d'acier. L'avocat Reynolds, en voyant les documents, semblait sombre mais déterminé. « Cela change tout, Michael, dit-il, sa voix basse. Il ne s'agit pas seulement de dépendance financière. Il s'agit de fraude et de manquement aux devoirs fiduciaires. » Mes parents, sentant ma distance croissante, avaient intensifié leur campagne de dénigrement public. Ma mère avait commencé à publier des messages vagues mais pointus sur son Facebook, déplorant la douleur des enfants ingrats et partageant des citations doucereuses sur les liens familiaux mis à l'épreuve par l'égoïsme. Ils appelaient la famille élargie, répandant des mensonges soigneusement élaborés sur ma froideur et mon abandon. Mais cela, ironiquement, joua directement en ma faveur.
Cela créa la scène parfaite pour ce qui allait suivre. Par l'intermédiaire de l'avocat Reynolds, j'ai formellement demandé une réunion de famille. Non pas pour discuter de mes futures contributions, comme je l'avais initialement envisagé, mais pour discuter de l'avenir de notre famille. J'ai insisté pour avoir un observateur tiers neutre présent, quelqu'un de mutuellement respecté, suggérant ma tante Carole. Tante Carole, la sœur aînée de ma mère, était une femme tranquille et discrète qui restait généralement à l'écart et évitait les drames familiaux. Mes parents, y voyant peut-être une opportunité de me faire honte devant une parente respectée, acceptèrent. Le jour de la réunion arriva comme un orage se rassemblant à l'horizon. Nous nous sommes rencontrés dans une salle privée d'un centre communautaire neutre, un espace stérile et silencieux qui semblait étrangement approprié pour la chirurgie émotionnelle qui allait avoir lieu. Mes parents et Sarah arrivèrent en premier, rayonnant d'un air de juste indignation. Ma mère, Éléanore, vêtue d'une robe à fleurs douces, portait un sourire forcé, ses yeux papillonnant nerveusement. Mon père, Richard, gonflait la poitrine, la mâchoire serrée dans une ligne têtue. Sarah, impeccablement habillée, avait un air d'ennui et de droit, vérifiant occasionnellement son téléphone. Tante Carole, habillée simplement mais élégamment, s'assit tranquillement dans un coin, son regard observant la scène avec une intensité rare. La réunion commença avec ma mère, sa voix doucereuse, essayant de dominer la conversation. « Michael cher, nous sommes si contents que tu aies accepté de te rencontrer. Nous voulons juste comprendre pourquoi tu as été si distant. Ton père et moi, nous ne voulons que ton bien. Nous t'avons tout donné. » Elle tendit la main, me tapotant subtilement le bras, son geste caractéristique, un geste censé transmettre du réconfort mais qui ressemblait maintenant à une revendication insidieuse de possession. Mon père intervint, sa voix retentissante résonnant légèrement dans la pièce silencieuse. « Nous avons toujours été une famille soudée, fiston, et nous nous sommes toujours soutenus mutuellement. Cela nous brise le cœur de te voir comme ça. » Sarah hocha la tête, les yeux écarquillés, jouant son rôle. Je les ai laissés parler, les laissant creuser leur propre tombe, laissant leurs mensonges et manipulations familiers m'envahir. La tension dans la pièce était palpable, une couverture épaisse et suffocante. Quand ils se sont finalement arrêtés, s'attendant à ma reddition, j'ai pris une profonde inspiration. « Merci pour cela, ai-je dit, ma voix calme, presque détachée. Maintenant, j'ai quelque chose à dire. » Je les ai regardés chacun directement, laissant mon regard s'attarder sur les yeux soudainement méfiants de Sarah. « Et j'ai quelque chose à vous faire écouter. » J'ai sorti mon téléphone, le petit appareil ressemblant soudain à une arme. Mes parents avaient l'air confus, Sarah avait l'air ennuyée. J'ai tapé sur l'écran, et la pièce s'est remplie du son glaçant de leur voix. Si facilement, Richard. Il répond toujours présent. Le visage de ma mère est devenu pâle. Les yeux de mon père se sont écarquillés, sa bravade se dégonflant. La mâchoire de Sarah est tombée. Tout ce qu'il sait faire, c'est écrire des chèques. Un fardeau inutile autrement, n'est-ce pas, Éléanore ? La pièce devint silencieuse, à l'exception des échos de leur rire moqueur. Leurs visages se sont contorsionnés dans un mélange de choc, de déni et de pure terreur. « Et ça, ai-je dit, ma voix s'élevant, gagnant en force, c'est ce que vous pensez vraiment de moi. Après 5 ans à travailler d'arrache-pied, à vous envoyer presque chaque sou que je gagnais, à vivre dans une boîte à chaussures, et à sacrifier chaque rêve que j'avais. J'ai fait une pause, laissant les mots s'enfoncer. Puis j'ai sorti le testament de grand-mère et les documents modifiés. Je les ai posés sur la table, côte à côte. Mais cela va plus loin que ça. Beaucoup plus loin. J'ai expliqué d'une voix calme et mesurée comment l'héritage de ma grand-mère, destiné à mon avenir, avait été systématiquement détourné par eux à leur propre bénéfice et pour Sarah. Il ne s'agissait pas seulement de dépendance financière. Il s'agissait de fraude systématique. Vous avez volé mon avenir, et ensuite vous avez volé mon présent. Le chaos a éclaté. Ma mère a hurlé, c'est un mensonge. Tu inventes tout ça. Tu es un enfant haineux et ingrat. Le visage de mon père était rouge betterave, les veines palpitantes dans ses tempes. Tu détruis cette famille, Michael. Tu nous dois tout. Sarah, habituellement si composée, a éclaté en véritables larmes, non pas de remords, mais d'apitoiement et de rage. Tu es juste jaloux, Michael. Tu as toujours été jaloux. Mais leurs mots sonnaient creux face au poids indéniable des preuves. L'observatrice neutre, tante Carole, qui était restée silencieuse, son expression un mélange de choc et de compréhension croissante, a maintenant lentement hoché la tête.
Alors que mes parents continuaient leur spectacle théâtral, tante Carole, sa voix étonnamment forte, a parlé. Éléanore, Richard, arrêtez. Vous devez écouter Michael. Elle s'est tournée vers moi. Michael, j'ai quelque chose à ajouter. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une lettre décolorée et fragile, soigneusement dépliée. C'est une lettre de ma cousine Margaret, d'il y a 30 ans. Elle a fait une pause, son regard balayant mes parents. Margaret était censée hériter d'une petite fiducie de notre arrière-tante pour ses frais de scolarité de médecine, mais d'une manière ou d'une autre, les fonds ont disparu. Vos parents s'étaient occupés de tous les papiers à l'époque aussi. Margaret n'a jamais compris ce qui s'était passé. Elle a toujours soupçonné quelque chose, mais elle n'avait aucune preuve, et elle avait trop peur de parler. Les visages de mes parents se sont vidés de toutes couleurs. Leurs yeux allaient de tante Carole à moi, puis de nouveau à la lettre, un miroir glaçant de leur trahison antérieure. La voix de tante Carole est devenue plus ferme. J'ai vu ce qui s'est passé à l'époque, Michael. Je n'avais juste pas le courage de dire quoi que ce soit. Mais en voyant ce qu'ils t'ont fait, en voyant leur cruauté, je ne pouvais plus me taire. La pièce était complètement silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés de Sarah. Le témoignage de tante Carole, associé au message vocal et au document, fut le coup de grâce. Il ne s'agissait pas seulement de moi, c'était un schéma de tromperie de longue date, un héritage de manipulation. Mes parents, qui avaient toujours entretenu une façade de respectabilité, étaient maintenant démasqués devant leur propre sœur, leur secret mis à nu. Ce fut un moment que je n'oublierai jamais. Les conséquences de cette réunion furent, comme prévu, un tourbillon de chaos et de conséquences. Mes parents, totalement démasqués, firent des tentatives désespérées pour reprendre le contrôle, pour sauver leur réputation brisée. Ils redoublèrent d'efforts dans leur campagne de dénigrement, me dépeignant comme un fils sans cœur et cupide qui s'était retourné contre sa propre famille. Des appels de parents éloignés, d'amis de la famille, commencèrent à arriver, certains offrant un soutien prudent, d'autres remplis de condamnations à peine voilées. « Comment as-tu pu faire ça à ta mère, Michael » murmura un cousin éloigné au téléphone. J'ai coupé les ponts avec ceux qui croyaient aveuglément à leur version, réalisant que la vraie famille n'était pas une question de sang, mais de vérité et de respect. Le soulagement de me débarrasser de ces liens toxiques, bien que douloureux, fut immédiat et profond. Sous la direction de l'avocat Reynolds, j'ai engagé des poursuites judiciaires. Nous ne cherchions pas à les ruiner, mais à récupérer mon héritage volé et à obtenir réparation pour les années d'exploitation. Le processus juridique fut une lente et ardue progression, remplie de paperasse et de manœuvres stratégiques. Mes parents, confrontés à des preuves irréfutables et aux témoignages inébranlables de tante Carole, réalisèrent rapidement qu'une longue bataille judiciaire ne ferait que les exposer davantage. Après des semaines de négociations, ils cédèrent, acceptant de restituer la majeure partie de mon héritage et une part significative de l'argent que je leur avais prêté en échange d'éviter un litige public. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de récupérer mon avenir volé, celui qu'ils m'avaient systématiquement refusé. Le coût financier de la bataille juridique était réel, mais le coût émotionnel de la rupture des liens était bien plus élevé. Il y eut des moments de profonde tristesse, un désir lancinant et douloureux de la famille que j'avais cru avoir, celle qui n'existait que dans mes rêves. Ma reprise financière a été rapide et ciblée. Avec mon héritage retrouvé, j'ai fait des investissements intelligents, mis en place un plan d'épargne solide, et enfin, pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai vraiment contrôlé mon propre argent. Le sentiment de liberté était enivrant. J'ai enfin déménagé de mon appartement exigu d'Auckland, obtenant un loft spacieux à Seattle, une ville qui promettait un nouveau départ et un marché technologique en plein essor. C'était plus qu'un simple changement d'adresse, c'était un acte symbolique de libération, physiquement et émotionnellement. La légère odeur de ramen a été remplacée par l'odeur vivifiante du café et l'air frais et pur du Nord-Ouest Pacifique. La guérison émotionnelle, cependant, fut un long et ardu voyage. La trahison avait laissé des cicatrices profondes. J'ai suivi une thérapie, plongeant dans des années d'émotions refoulées, apprenant à traiter le traumatisme de la manipulation constante. Ma thérapeute, une femme gentille et perspicace nommée Dr Evelyn Reed, m'a aidé à comprendre la nature insidieuse de leur contrôle, le gaslighting, la pression psychologique. Elle m'a appris à reconstruire mon estime de soi, à me définir non pas par ce que je pouvais fournir aux autres, mais par qui j'étais en tant qu'individu. Établir des limites, ai-je appris, n'était pas égoïste, c'était un acte d'autopréservation. Ta valeur n'est pas liée à leurs besoins, Michael, disait-elle souvent.
tu es digne simplement parce que tu existes. J'ai commencé à cultiver une nouvelle famille, une famille de choix. Alex, mon ami fidèle, est resté un pilier de soutien, sa croyance inébranlable en moi étant une source constante de force. L'avocat Reynolds, qui avait initialement été un contact professionnel, est devenu un mentor de confiance, me guidant non seulement légalement, mais aussi à travers les complexités de la navigation dans l'éloignement familial. J'ai rejoint un club de randonnée, rencontré de nouvelles personnes, formé des liens authentiques basés sur le respect mutuel et des intérêts partagés. J'ai commencé à sortir avec Sarah, une femme gentille et intelligente qui me voyait vraiment, pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais lui donner. Ces relations étaient construites sur la confiance, l'empathie et le soutien inconditionnel, contrastant fortement avec la nature conditionnelle et transactionnelle de mes dynamiques familiales passées. Sarah, l'enfant chéri, s'est retrouvée face à une dure réalité. Privée de sa bouée de sauvetage financière de nos parents et incapable de maintenir son mode de vie superficiel à New York, elle est finalement retournée dans l'Ohio. J'ai appris par la rumeur qu'elle avait du mal à trouver un emploi stable, que son mode de vie somptueux avait été construit sur du sable. Elle m'a envoyé un message désespéré une fois, des années plus tard, demandant un petit prêt pour couvrir son loyer. J'ai répondu par une limite claire et ferme. Je lui ai souhaité bonne chance, mais toute interaction future devrait être basée sur un véritable changement, pas sur la manipulation. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Ma vie à Seattle a fleuri. J'ai saisi de nouvelles opportunités de carrière, ne ressentant plus le poids invisible de l'obligation financière pesant sur mes épaules. J'ai retrouvé de la joie dans des choses simples, l'odeur des pins lors d'une randonnée en montagne, le goût d'un café parfaitement préparé, le son des rires avec des amis qui se souciaient réellement. Mon nouvel appartement, rempli d'art que j'aimais, de meubles confortables, et du doux murmure de ma propre vie choisie, est devenu ma véritable maison. Ce n'était pas seulement un lieu, c'était un sanctuaire, un témoignage de ma résilience. Avec le recul, je comprends que les chaînes n'étaient pas visibles, mais elles étaient réelles. Les briser fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, et la plus libératrice. Mon passé ne me définit plus. Ma liberté le fait. J'ai appris que la famille n'est pas une question de sang, c'est une question de limites, de respect et de connexion authentique. C'est avoir le courage de s'éloigner de ce qui empoisonne son esprit et la sagesse de construire une vie selon ses propres termes. Si vous avez déjà eu l'impression que votre famille vous retenait, ou si vous avez dû faire des choix difficiles pour votre propre bien-être, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce que la famille signifiait vraiment pour vous?